Moi, je vais intervenir à partir du point de vue suivant. En fait, très fort finalement comme une personne qui est traversée divers champs professionnels et qui aujourd'hui suis secrétaire général du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et je ne vous cacherai pas que parfois, quand je dis à des gens du monde culturel que je suis devenue secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, j'ai l'impression d'être dégradée d'un coup. Parce qu'il est quand même beaucoup mieux d'être directrice d'une maison de la culture, parce que quand même la culture est quand même nettement plus vertueuse que la lutte contre la pauvreté, et la culture serait quand même a priori du bon côté de la barrière et certaine qu'elle est en train de travailler à réduire les inégalités et à faire des choses bonnes de façon bien pour les gens et l'entièreté de la population probablement. Alors voilà, comme son nom ne l'indique pas, être secrétaire général du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, ce n'est pas du tout gérer la pauvreté, c'est précisément avec les personnes concernées aujourd'hui par l'oppression, et Dieu sait s'ils sont nombreux, je vais y revenir, c'est conquérir ou reconquérir des droits. Et donc le droit culturel, il est à conquérir. On a beau faire des discours incantatoires, l'inscrire dans des textes et décider qu'il a à exister intrinsèquement, il n'existe pas. Il va falloir le conquérir, il va falloir le conquérir avec les gens, pour les gens, par les gens. Et pour les gens, par tous les gens. Pour ceux qu'ils sont tous, dans leurs caractéristiques et leurs particularités. Et il va falloir le conquérir à côté des autres droits qui sont en perte de vitesse majeure, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à un revenu, le droit à un travail librement choisi. Tout ça est en train de se perdre et de se déliter complètement. Et donc, si le droit à la culture ne prend pas la mesure de cela et ne s'inscrit pas à côté de ça, ce sera une conquête difficile. Ou alors, le risque, c'est que la culture devienne collaboratrice du colmatage de la perte des autres droits. Et donc, collabo du couvercle sur la casserole, ce que malheureusement elle a déjà été, elle n'est pas toujours heureusement, mais qu'elle pourrait encore être longtemps si elle ne se pose pas ces questions-là, en tout cas dès le départ par rapport à ça. Voilà, et donc par rapport à la question qui m'est proposée de dire comment le droit à participer à la vie culturelle dans les politiques sociales, j'ai envie de déconstruire l'idée que la participation à la vie culturelle dans les politiques sociales, ce lien entre les deux devrait être automatique. Alors vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il y a certains d'entre vous qui me connaissent, qui savent que j'ai été qualifiée quand j'étais directrice d'une maison de la culture, d'être quelqu'un qui se trompait de métier à ce moment-là. Parce qu'effectivement, j'essayais trop que la diversité des populations prenne le pouvoir, l'usage de l'espace-temps, des moyens, du personnel, etc., pour se réaliser. Donc j'étais en tout cas sûrement pas la bonne personne au bon endroit. Donc voilà, ça dépend du point de vue auquel on se place évidemment. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que les gens que je rencontre moi aujourd'hui, alors ils sont nombreux, je ne les rencontre pas tous, mais je ne sais pas si vous avez vu les chiffres d'Eurostat qui sont sortis aujourd'hui. Alors on dit que c'est jamais que des statistiques, mais enfin, les chiffres d'Eurostat disent que ici en Belgique aujourd'hui, 23,4% des personnes sont en situation de pauvreté, et ce n'est pas que la pauvreté monétaire, ça c'est le cumul de la pauvreté monétaire au cumul de la déprivation, c'est-à-dire de quoi les gens se privent volontairement d'eux-mêmes pour arriver à tenir. Rassurez-vous, ils se privent de culture, hein, beaucoup, pour arriver à tenir aussi. Et c'est aussi la faible intensité de travail. Donc combien de temps sur une année les gens sont-ils au travail dans un ménage? Si c'est à travers l'intérim, les titres-services et les préavis, etc., etc. Et donc si vous avez lu ça, quand on fait ce calcul-là, 23,4%, ça c'est pour les gens dont on estime qu'ils sont à 1 000 € en vivant seuls au seuil de pauvreté ou à 2 100 € par mois pour 2 adultes et 2 enfants. Mais j'imagine et j'espère que dans votre environnement, au nom de la mixité sociale, vous connaissez autour de vous des gens qui ont 1 100 € et pourtant qui ne sont pas échappés de l'auberge, comme on dit. Donc ils ne sont pas dans les statistiques, ceux-là. Ou des ménages de 2 adultes et 2 enfants qui ont 2 200 plutôt que 2 100. Ils ne sont pas non plus dans les statistiques, ceux-là. Donc, on est à beaucoup plus que ça de gens qui aujourd'hui ont une difficulté d'accéder aux droits fondamentaux, au droit au logement, au droit à un enseignement, au droit à la mobilité, au droit au travail, librement choisi, au droit, et donc forcément au droit à la culture. Est-ce que pour autant ils sont dénués de culture? Ça c'est faux. Ça c'est faux puisque tout le monde a son terreau et son terrain culturel. Sauf que peut-être le terreau et le terrain culturel de toute une partie des gens n'arrivera pas à trouver un espace pour pouvoir se dire et se réaliser si les autres droits sont opprimés. Et puis n'arrivera pas non plus à s'exprimer parce que dans le droit culturel même, ils vont être opprimés par le fait que le potentiel qu'ils amènent sur la table ne serait pas celui qui serait souhaitable ou désirable, ne serait pas celui qui conviendrait à ce que
certains, à un moment donné, s'autorisent à dire dans la société comme étant la culture à laquelle il faut accéder, la bonne culture, le lieu où il faut arriver, etc., au nom de je ne sais pas quel repère. Donc, quand je rencontre moi des gens au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, mais Christine, tu sais, être appauvri aujourd'hui, parce qu'ils ne nous parlent pas de pauvreté comme un état de fait qui leur tombe sur la tête parce qu'ils seraient idiots et qu'ils compteraient mal et qu'ils ne savent pas s'y retrouver dans leur papier. Ils nous disent on est appauvri parce que c'est un processus de devenir pauvre. Si on est appauvri aujourd'hui, c'est parce qu'on est privé d'accès et d'usage à des richesses matérielles. Alors, je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps ici, mais donc ils disent portefeuille, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme revenu, combien le loyer coûte, etc. Et puis ils nous disent on est appauvri parce qu'on est en privation d'accès et d'usage aux richesses immatérielles. Et quand ils parlent des richesses immatérielles, ils parlent énormément de l'école, en disant mais l'école rate avec nous. Et ils parlent énormément de la culture, ils parlent d'autres choses aussi, mais ils parlent énormément de la culture. Et quand ils parlent de la culture, ils disent deux choses en gros. C'est on voudrait pouvoir y participer, mais on doit d'abord investir l'entièreté de notre temps, de notre énergie, de notre créativité à tenir pour vivre. Et donc on mange notre potentiel d'énergie, on mange notre potentiel de temps, on mange notre potentiel d'argent, on mange notre potentiel d'inventivité, parce qu'il faut être inventif pour tenir, pour régler le logement, l'énergie, la santé, l'école, les déplacements, les tatata, les tatata, les tatata. Et donc quand on mange ça, on se vide. Et quand on se vide aussi de qui on est. Et donc ce n'est pas qu'on soit sans potentiel culturel, ni même sans énergie culturelle, mais à un moment donné, on la laisse s'éteindre pour mettre aux priorités de la survie. Et la laisser s'éteindre, c'est perdre l'opportunité de la mettre en commun avec d'autres, etc. Donc les gens ne sont pas responsables à titre individuel de ça. La société, la collectivité, la manière d'organiser les choses est responsable de cet état de fait qui dégrade une partie des gens. Et on doit faire attention que dans le droit culturel, dans la manière dont on organise nos institutions culturelles, on ne participe pas à cette dégradation-là, en mettant comme ça des espèces d'escaliers de valeurs vers lesquels les gens devraient aller, plutôt qu'entendre le chemin d'où ils partent et quel est le fil dans la pelote de laine qu'ils vont tirer pour pouvoir en faire quelque chose. Voilà, et dans les richesses d'ailleurs, puisque les gens ils parlent bien de richesses, ils disent je suis privé d'accès, d'usage, de production, de faire des richesses immatérielles, des richesses matérielles, des immatérielles, je vais vous en parler, des relationnels. Les gens ne sont pas dupes du fait que la diversité des relations, la mixité sociale, etc., c'est un potentiel, c'est un apport. Mais comment est-ce qu'on fait pour aller à la relation vers l'autre quand on est déjà ratatiné dans le troupeau qu'on est obligé d'activer tous les jours pour arriver à tenir? Comment est-ce qu'on a encore confiance en soi? Comment est-ce qu'on sait se regarder pour se dire j'ai quelque chose à partager avec celui qui est différent en face de moi, etc. Donc les gens ne sont pas dupes de ça. Et puis, il nous parle aussi de la privation d'accès et d'usage aux richesses naturelles, environnement, et je passe parce que ce n'est pas l'objet. Et puis, il parle même de privation d'accès et d'usage aux richesses affectives. Il y a des gens qui nous disent aujourd'hui qu'ils se privent de vivre des relations amoureuses, qu'ils se privent d'avoir du désir et de projeter quelque chose sur d'autres, etc. Parce que c'est trop dur de tenir sur tout le reste et qu'on n'a pas envie de se faire mal tous les jours. Et puis, je vais vous dire un truc, les gens appauvris dans ces situations-là, je ne parle pas que des plus pauvres, là je parle des 23,4, plus tous ceux qui ont 1 euro de plus que le chiffre dans les statistiques, donc c'est beaucoup de monde, c'est la majorité de la société. Donc j'entendais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est ça qu'on a parlé le matin quand je n'étais pas là, 1/3 de désengagés. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne pense pas que c'est les gens qui sont désengagés. Je pense que la société est-ce qu'elle l'est dans l'état où elle l'est parce qu'on l'a créée comme ça et que ce sont les politiques structurelles qui sont désengagées vis-à-vis des gens. Ce n'est pas la même chose. Mais donc, je vais y revenir tout de suite. Et donc je pense que c'est très important de parler de ça. Alors, si on amène là-dedans le droit culturel, le droit à la culture, il faut vraiment y réfléchir à l'intérieur des instances, des structures, des gens, des endroits où on va vouloir le pratiquer pour que ce droit à la culture soit une véritable politique structurelle. Une politique structurelle, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est une politique qui doit avoir son existence intrinsèque en soi par les moyens, l'énergie, l'enjeu et la définition d'un enjeu de société. Et donc, si c'est une politique structurelle, à mes yeux, elle doit se poser immédiatement la question de comment elle va intégrer dans sa politique structurelle le fait qu'elle soit certaine qu'elle va contribuer à réduire les inégalités. Qu'elle soit certaine que chaque fois qu'elle pose un acte, c'est ça qu'elle vise. Et réduire les inégalités ne veut pas dire écraser le champ de l'expression culturelle, de la créativité, etc. C'est au contraire voir comment on va se battre pour qu'il puisse avoir une existence pour tout le monde dans l'enjeu général. Parce que
Aujourd'hui, il y a un vrai problème, et c'est pour ça que moi, j'ai plus envie de lier social et culture. Ça me débecte, moi, d'une certaine façon, de lier encore social et culture aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que notre société est en train de faire? Elle est en train de créer toujours plus d'emplois du social sparadrap réparateur, en délitant les politiques structurelles de leurs moyens, de leurs compétences, etc. C'est l'école qui rate avec les enfants, c'est pas les enfants qui ratent à l'école. C'est le logement qui rate avec les gens, c'est pas les gens qui veulent trouver du logement trop cher ou qui voudraient qu'il n'y ait pas assez de logements sociaux. C'est le logement qui n'a pas été pensé pendant des années. C'est l'aménagement du territoire qui a créé des crises de quartier, la non-mixité sociale, donc qui rate avec les gens. C'est la non-reconnaissance de l'évidence de la monoparentalité qui est un fait sociologique aujourd'hui dans notre société et qui ne doit pas être vu comme un problème. Mon Dieu, ça serait dramatique que les gens soient séparés, donc ils coûteraient plus cher à la société et ils les emmèneraient des problèmes. C'est un fait sociologique, c'est nos dispositifs qui ne s'adaptent pas au fait sociologique qui est en train de se mettre en place. Et donc, c'est la culture qui rate avec les gens. Ce n'est pas les gens qui ratent avec la culture. C'est les rendez-vous qu'il faut réussir avec les gens à travers ce qu'on a à faire dans la culture qui doivent être importants. Et ça me paraît important. Et ça, c'est éminemment politique. C'est éminemment politique. Et donc, un droit culturel, c'est un choix politique. Un choix politique, ça se nourrit. Ça se nourrit par des moyens, ça se nourrit par des options, ça se nourrit par des choix déterminés et orientés qui doivent tenir compte de l'ensemble de ce système de société aujourd'hui pour qu'effectivement, un jour, cette énormité du champ social qui fait sparadrap, auquel la culture participe très activement aujourd'hui, à travers différentes choses, je peux donner des exemples, mais se réduisent au profit des politiques structurelles qui ne soient plus sparadrap, mais véritablement émancipatrices et choisies par les gens. Alors pourquoi je dis culture, pourquoi je dis politique sociale sparadrap, et pourquoi je dis que la culture régulièrement intervient comme un sparadrap? Moi j'y ai collaboré aussi dans le début de ma vie culturelle, etc., et à d'autres moments. Mais on a nombre de politiques culturelles aujourd'hui, à travers les enveloppes bien-être qui viennent du fédéral, qui tombent sur les CPAS, à travers, et je vais corriger un peu ce que je dis, parce que je ne dis pas que tout est jeté au bac et tout est mauvais, donc je m'excuse si je choque des gens en disant ça maintenant, et à travers l'article 27 qui a été construit à un moment donné pour permettre à des gens qui, etc., etc. Donc on a créé des trucs pour remédier palliativement à un système global qui génère la non-possibilité de participer, mais surtout le non-droit de participer, mais la non-organisation démocratique au sens fort du terme de l'organisation culturelle dans notre société comme un droit fondamental. Donc si aujourd'hui on veut que ce soit un droit, on doit se poser ces questions-là. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il faut jeter demain matin l'article 27 au bac, mais il faudrait jeter au bac l'article 27 un jour, en se demandant comment on arrive à déconstruire ce sparadrap social aussi parfaitement qu'il soit mené à certains endroits et aussi crapuleusement qu'il soit mené à d'autres. Parce que je peux vous dire que moi, je connais des communes et des CPS et même des animateurs culturels qui retournent complètement l'article 27 contre les gens en disant « tu te rends compte, on leur donne même ça à 1,50 €, ils ne sont même pas capables d'y aller ». Donc, je veux dire à quel point, au-delà de la bonne intention, ça peut créer un dégât culturel fondamental. Je ne vois pas pourquoi, quand on est bénéficiaire du risque et en train de se battre dans la vie en plus, on serait tout à coup plus cultivé que n'importe qui de la moyenne de la société qui ne va pas nécessairement aller vers ce qui leur est proposé. Mais donc, comment est-ce qu'on va travailler à déconstruire pour ça ? Et donc, personnellement, moi, je me porte en faux par rapport à l'idée qu'il y aurait une responsabilité individuelle des gens dans le fait qu'ils n'accèdent pas au droit à la culture. C'est bien la manière dont notre société organise l'ensemble des droits qui crée le délitement, qui ne permet pas aux gens d'être des acteurs. Je prends un exemple dans le champ culturel, quand une maman qui fréquente le réseau Wallon régulièrement, qui est une maman qui est au chômage et qui est mère de 5 enfants, extrêmement sensible à la culture et très attentive à ce que ses enfants puissent pratiquer, fréquenter, etc. Et donc ses enfants vont à la bibliothèque régulièrement, puis un jour elle se fait appeler à la bibliothèque avec les enfants, et la bibliothécaire, pleine de bonnes intentions, convaincue que probablement cette maman est quand même déficiente à bien des nouveaux, croit jouer un rôle d'éducatrice intelligente en lui disant, vous savez, le plus jeune n'a jamais rapporté 3 livres, tatatatam, les autres les rapportaient toujours, voilà. Et donc, tant qu'il n'aura pas rapporté ces 3 livres, l'ensemble de la fratrie sera sanctionné de venir. Et cette bibliothécaire qui m'explique vraiment longuement qu'elle connaît bien et que c'est une manière de faire comprendre et que c'est quand même important de responsabiliser, etc. Alors je vous donne un exemple extrême qui peut-être vous fait sursauter, mais des exemples comme ça, on en entend à l'appel dans tous les domaines, partout, y compris dans la culture. Et y compris parfois dans des centres culturels, on se dit, allez, il faut quand même que les gens fassent cet effort-là s'ils veulent qu'on leur montre, qu'on leur offre cette opportunité-là.
Moi, je me porte aussi en faux, donc contre, vous l'avez compris, la politique culturelle compensatoire. Donc, ce fait d'aller, par exemple, travailler dans des quartiers culturellement, etc. L'autre jour, j'étais à Bruxelles laïque où j'intervenais dans un débat et il y a une jeune femme d'un quartier de Bruxelles que j'ai trouvée très courageuse qui s'est levée à un moment donné et qui a dit « J'en ai marre du propos que vous êtes en train de tenir. Ce qu'on attend dans notre quartier, c'est qu'on rénove les logements, c'est qu'il y ait de l'éclairage pour qu'il y ait de la sécurité, c'est qu'on puisse avoir de l'emploi pour gagner notre vie, etc. etc. Est-ce que vous allez encore longtemps nous amener des animateurs pour venir tenir, égayer, créer, sparadratiser, enfin tout ce qu'on veut, etc. dans le quartier. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit qu'il fallait pas aller faire ça et qu'il n'y avait pas des choses qui étaient bien faites, mais je trouve quand même qu'il y a des questions à se poser. Et puis, moi, je me porte en faux aussi au niveau de l'instrumentalisation d'un nouveau public captif. En général, dans la culture, quand on parle des publics captifs, on parle des publics de l'école. Hein. On parle des enfants. On dit c'est facile, on remplit les salles, donc on fait monter les statistiques dans les centres culturels parce qu'on vient au théâtre à l'école. Bon, enfin, vous connaissez mieux le discours que moi, vous êtes encore dedans, moi je n'y suis plus. Mais il y a un autre public captif depuis un certain nombre d'années aujourd'hui. C'est les pauvres. Hein. Alors derrière le mot pauvre, vous avez entendu tout ce que je mets. Hein. C'est dans les quartiers, c'est ceci, c'est cela, etc. Parce que ça fait vivre pas mal de monde aussi aujourd'hui, hein, au nom de l'Alliance politique, sociale et culturelle, parce que Alors si c'était émancipateur, et si c'était pour reconquérir les droits et donner du pouvoir aux populations, moi j'ai pas de problème. Mais je ne suis pas sûre qu'on en arrive là pour le moment. J'ai participé à ça, hein. Je l'ai fait aussi, donc je tire dans mon jardin hein, aussi de la même façon. Et donc, je ne dis pas que ça n'apporte pas à titre individuel dans des conséquences familiales et que ça n'a pas mis en route une petite maison de quartier, etc. Mais moi, j'ai quand même vécu l'expérience, et là, je le dis tout à fait franchement, parce que maintenant, il y a prescription. Dans une maison de la culture où je suis arrivée, où à ce qu'au début, on aille travailler dans des quartiers, etc. Et puis avec la population en général, qui sont ceux qui ont considéré que le centre culturel était pour eux, à eux, et donc qui le fréquentent à travers un abonnement en venant au spectacle, etc., comme c'est partout. À un moment donné, l'équipe dans laquelle j'étais est arrivée à faire que tout le monde utilisait tout. Et quand tout le monde utilise tout, à un moment donné, ça devient problématique en termes de rapport de force, et les dominants reprennent le pouvoir, et ils empêchent que ça continue. Ça, c'est une réalité. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu, d'autres l'ont vécu. Donc, on ne doit pas être dupe du rapport de force entre les classes sociales qui sont les possédants du système et qui souhaitent le garder comme tel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un droit politique et un droit structurel à la culture ? Ça peut se décliner dans plusieurs choses, mais en tout cas, une dimension importante. Je vois Roland qui s'approche, j'ai peur. En tout cas, ça passe par des choses très concrètes. Hein, et je pense que mon voisin, par le concret qu'il a expliqué, on a dit, c'est quoi ? C'est organiser qui peut occuper l'espace. Un espace-temps, qui peut l'occuper ? Moi, j'ai vécu l'expérience d'amener les gens qui devaient apprendre à lire et à écrire à l'intérieur d'une bibliothèque. Je peux vous dire que pendant des années, ça a été un combat parce qu'ils allaient prendre la place des écoles. Ils sont de plusieurs cultures, ils vont être bruyants. Oui, mais dans une bibliothèque, il faut être... Et ça a même été jusqu'à dire à un moment donné, mon Dieu, ils sont trop nombreux et on n'a pas le budget pour payer le nombre de rouleaux de papier cul qu'il faudra pour toute une année dans le budget provincial. Je vous raconte ça, ce n'est pas une anecdote, c'est la réalité. Mais l'espace physique, il est là à ce niveau-là, dans qui a droit à occuper l'espace-temps. Mais il se passe aussi, allez, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une réflexion sur les noyaux d'habitat, rénovation, Dieu sait si ça a une influence sur la vie culturelle des gens. Et donc, il y a toute une série de gens qui se disent au plan intellectuel très important, les noyaux d'habitat, il faut habiter près des gares, il faut économiser l'énergie, il faut. Oui, sauf qu'on n'a pas pensé qu'en lançant l'idée de noyaux d'habitat, on a organisé aucune régulation égalitaire de ça. Donc la spéculation était bon train. Qui peut aller habiter aujourd'hui près d'une gare aujourd'hui ? Des gens qui ont le pognon parce que les appartements ont monté, les terrains coûtent plus cher, etc. Donc celui qui devrait le plus être là n'y sera pas. Celui qui est le plus nanti, qui peut y être, y sera. Et on peut le voir sur le plan de la culture. C'est quoi les droits culturels ? C'est l'espace physique et symbolique, mais c'est l'espace physique, j'en parlais, mais c'est l'espace symbolique aussi. J'ai travaillé beaucoup dans les campings et parcs résidentiels. Il y a des gens de la culture qui se sont intéressés à un moment donné à cette question-là. À partir du moment où je suis caricaturale, même. On détourne la caravane au sens de l'art contemporain, mais sinon, comme culturel, on trouve quand même que vraiment les caravanes, c'est fort laid. Hein. Mais on habite dedans pourtant, mais c'est quand même fort laid, quoi, dans l'espace vert, environnemental, etc. C'est des tôles, qu'est-ce que c'est quand même pas beau, etc. Mais si c'est détourné à la sauce contemporaine, ça devient tout à coup un objet très intéressant. Donc on fait des gens un objet, et on oublie qu'ils vivent avec ça, et que peut-être ils ont une culture qui a quelque chose à dire à travers ça.
Et puis, c'est le droit aussi, évidemment, à utiliser les ressources dans un centre culturel, et tant mieux si on va dans le sens que j'ai entendu là tout à l'heure, parce que je ne suis plus les textes, etc. Mais sinon, moi, j'ai connu l'époque où dans les centres culturels, qu'est-ce qu'on fait d'abord? D'abord, on choisit sa programmation de diffusion, donc on y consacre une bonne partie du budget, mais ça veut dire une bonne partie du personnel, une bonne partie de la salle, une bonne partie des budgets pour les droits d'auteur, une bonne partie des techniciens, une bonne partie du matériel qu'il faut acheter. Et donc, c'est 80% du budget. Allez, j'exagère peut-être un peu, mais je ne crois pas. Je ne sais plus, je ne suis plus dans le budget de ça. Et puis après, on se dit, il reste un peu. Donc, on va, si j'ai bien compris, le décret vise à essayer de corriger ce genre. On va faire de l'animation, on va faire, etc., et on va consacrer. Et ce que je me suis rendu compte, moi, pendant longtemps, c'est que même en termes de moyens, et c'est encore parfois vrai maintenant, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps à Namur par rapport à la Maison de la Culture, au Centre culturel régional, en termes de moyens, c'est souvent pourtant ces politiques des 20% dans le budget initial qui amènent plein d'autres argent, parce qu'on va les chercher de façon périphérique ailleurs, et ça fait tenir parfois un équilibre budgétaire. Donc, voilà. Et donc, voilà, je pense que c'est important. Et alors, le droit, et je pense que vous l'avez compris, c'est aussi, à mes yeux, le droit à reconnaître l'intelligence citoyenne de tout le monde, et donc l'intelligence a priori des gens. Et je vous donne 2 exemples. Un exemple qui m'a touché institutionnellement de près, et je ne l'ai toujours pas avalé. Alors, je n'ai plus rien à voir, donc ne sanctionnez pas si certains pouvaient le faire. L'institution dont je vais parler pour cette cause-là, mais dans la région où j'habite, on a développé un festival de théâtre de rue qui n'a rien à voir avec le festival de théâtre de rue attaché plus à la diffusion et qui est plus construit à partir des gens, etc. Eh bien, ce festival qui s'appelle le Bitume a été dégradé et déclassé au niveau du ministère de la Culture, puisqu'on a dit à un moment donné, mais non, et qualitativement, il n'y est pas, quoi. Il n'y est pas. Et donc, il faut qu'il aille dans une autre enveloppe que dans l'enveloppe des arts de la scène, etc. Enfin, des arts, parce que quand même, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas au bon endroit, de la bonne façon, au bon moment. Je vous avoue que c'est une agression, c'est pour ça que je le dis, énorme par rapport à un terrain complet qui construit ça en étant en interaction. Mais on n'a pas l'air de le vivre comme une agression, on le vit là comme des enveloppes où on a bien cadenassé les champs, etc., etc. Et un deuxième exemple que je vais vous donner de cette intelligence citoyenne qui est régulièrement dans la culture bafouée, il y a quelques années, Philippe Geluck, pour ne pas le nommer, a fait une exposition de ses chats sur la commune de Hoton, dans un bâtiment où se donnent maintenant, habituellement, c'est-à-dire dans la bibliothèque, les ateliers d'apprentissage du français avec les personnes d'origine étrangère. Et il se fait, en l'occurrence que là, ce sont une très très grande majorité de demandeurs d'asile qui viennent à l'apprentissage à cet endroit-là. Et lorsque l'expo a été montée, la pratique était, nous, qu'on défend toujours, que les cours continuent à se donner, enfin les ateliers de français continuent à se donner dans le temps de l'exposition, d'autant plus que dans une commune comme ça, en journée, il n'y a pas de visiteurs, et donc c'est les heures creuses, et que ça puisse faire objet de travail. Voilà que tout à coup, il était probable que ces demandeurs d'asile n'allaient pas comprendre la valeur de ces toiles, la netteté de ces toiles-là, qu'ils allaient peut-être mettre leur doigt dessus, qu'il n'a peut-être pas, et on a eu un combat, mais un combat qui a duré pour tenir tête, à dire non, nous n'arrêterons pas pendant 8 semaines. Le propos ne vient pas de Geluck, hein. Je vous dis ça pour ne pas que vous alliez faire porter la charge à celui qui n'y était pas sur ça. Il a fallu mener un combat pour dire non, nous n'arrêterons pas pendant 1 mois et demi la possibilité plusieurs jours par semaine de ces personnes de fréquenter les lieux. Et oui, ces gens ont une intelligence de réceptivité à toutes sortes de choses. Et oui, on n'est pas tout à fait idiot et on peut en faire quelque chose avec eux, etc., etc. Alors, ce que je vous dis là, ça peut vous paraître caricatural, loin, on peut se dire, oh, c'est le rural qui est un peu inepte et attardé et retardé. Je ne suis pas sûre de tout. Je pense qu'on peut trouver des choses comme ça, sous d'autres formes, dans d'autres exemples, partout, même dans les milieux culturels les plus émancipés et en milieu urbain. Donc voilà, moi j'inviterais en tout cas une manière d'aborder la mise en œuvre de ce droit culturel par une évaluation et une recherche de comment ce droit culturel va favoriser le fait de réduire les inégalités dans notre société. Au niveau de l'enseignement, on l'étudie. L'étude PISA montre que nous avons un enseignement inégalitaire, malheureusement, inégalitaire. On a mauvais résultats, mais les très bons dans notre société ont des très très bons résultats. Mais les enfants de milieux défavorisés, de milieux d'origine étrangère ont des très mauvais résultats. C'est ça qui fait tomber la moyenne. Sinon, les enfants de milieux aisés, ils ont des très très bons. Donc, on crée les inégalités. Wilkinson, dont vous avez peut-être entendu parler, a étudié
en quoi les pays les plus inégalitaires avaient des moins bons résultats de santé pour tout le monde, y compris pour les riches, et en quoi les pays les plus égalitaires avaient des bons résultats de santé pour tout le monde, y compris pour les riches. Je trouve que ça serait intéressant de lier la notion de droit culturel aux autres droits, mais aussi à la vérification de en quoi la culture produit de l'égalité ou produit de l'inégalité. Et je pense qu'il ne faut pas se sentir au-dessus de la mêlée. Je suis convaincue qu'elle produit des deux. Voilà ce que je voulais dire.